Bonsoir et bienvenue dans le débat. Ce soir, on parle de l'idée d'un islam républicain en pleine polémique sur le Burkini. Bernard Cazeneuve a passé sa journée à en débattre avec des représentants musulmans, une fondation laïque et une association culturelle doit être créée pour assurer la construction de ce que le gouvernement appelle un islam de France. On en parle ce soir avec mes invités. Nadia Amour, secrétaire nationale des Républicains en charge de l'intégration. Bonsoir. En plateau également avec moi Alexis Bachelet, député socialiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Aussi en plateau avec moi, deux hommes qui ont participé donc à cette réunion aujourd'hui. Ahmed Ogra, vice-président du Conseil français du culte musulman, bonsoir. Et également Caleb Benchek, dont on entendait parler à l'instant de la bouche même du ministre de l'Intérieur, islamologue et membre du conseil d'administration donc de la Fondation pour l'Islam de France. Donc cette nouvelle structure qui va être créée, qui sera présidée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Je vous propose d'écouter. Les événements que nous devons affronter sont d'une gravité telle que chacun doit s'efforcer à concourir au succès de l'islam de France. Je répète, de France. L'islam de France qui s'autonomisera au niveau de ses financements et je dirais au niveau de sa propre formation parce que nous sommes en France, l'islam y est minoritaire mais quand même les musulmans sont nombreux et il faut faciliter leur intégration à la société française avec tous les droits qui sont les leurs en tant que citoyens français. Ahmed Ogra, l'islam de France, c'est quoi? L'islam de France aujourd'hui, c'est un grand projet. C'est la rencontre entre une civilisation et un pays qui est la nation, la France. C'est une rencontre ancienne. Il y a 100 ans, il y a plus de 200 ans. Lors des colonies, l'islam était la première religion de la France et de ses colonies, donc il ne faut pas l'oublier. Il y a 100 ans, c'était un chasse-fort qui, je dirais, la construction de la mosquée de Paris, je dirais, c'est le premier acte de l'islam de France. Le deuxième acte, c'était la création du CFCM. Et aujourd'hui, le troisième acte, c'est enfin la fondation, je dirais, l'optimisation des formations et du financement. Et je dirais un acte, je dirais, générationnel aussi, d'acceptation mutuelle. Vous parliez du Conseil français du culte musulman, lui-même relativement récent, Caleb Benchek. Cette réflexion, finalement, ne fait que commencer. Arrive-t-elle trop tard? Il vaut mieux tard que jamais. C'est vrai qu'elle arrive trop tard. C'est vrai que depuis, nous aurions pu, c'est toujours facile de dire nous aurions pu, il fallait que, mais faire l'économie de tant de drames si la maison islam était mieux organisée depuis 2 ou 3 décennies dans notre pays. Ce ne fut pas le cas. Ce n'est plus la peine de pleurnicher sur le passé. Il est temps, dans un geste volontariste et dynamique, d'aller de l'avant pour apaiser. Le mot n'est pas que de circonstance. Tenir un discours intelligent et mettre de l'ordre dans l'incurie organique à laquelle nous assistons. Alexis Bachelet, on a beaucoup parlé de cette polémique autour du Burkini la semaine dernière. C'est dans un contexte qui est loin d'être apaisé, justement, qu'on commence finalement cette réflexion et ce dialogue. Est-ce trop tard, selon vous? Pour le dialogue, il n'est jamais trop tard. Pour la recherche de l'apaisement, pour l'intelligence collective et au fond essayer d'avoir une manière plus raisonnable et raisonnée d'aborder ces questions, il n'est jamais trop tard. On peut regretter effectivement que ça vienne après finalement des années d'immobilisme et dans un contexte critique, disons-le franchement. Donc c'est malheureusement souvent dans les crises et dans les moments un peu dramatiques que les mutations se font. Alors moi je souhaite que, effectivement, comme vous venez de le dire, la maison islam se construise, qu'on mette effectivement peut-être de l'ordre, mais je souhaite aussi qu'on sorte les questions religieuses, et en particulier la question de l'islam dans la République, des griffes de la polémique permanente et politicienne, et derrière, disons-le aussi très tranquillement, de recherche électorale de voix, et parfois une course aux propositions extrêmes. Nadia Amour, il semble trop tard, en tout cas pour enlever cette discussion, cette réflexion des griffes, comme on l'entend à l'instant, des politiques. On est en pleine période préélectorale en tout cas. Des candidats comme Nicolas Sarkozy ont été très clairs. Ils comptent mettre ces questions identitaires au centre de leur campagne.
Oui, alors il y a deux questions, la question de l'identité et la question du radicalisme islamiste. Je partage l'avis de M. Benchir quand il dit en fait qu'il n'est jamais trop tard pour entamer le dialogue. Un dialogue que Nicolas Sarkozy avait lui-même repris en main suite à M. Chevènement lorsqu'il a créé le Conseil français du culte musulman. Et je salue cette décision. Pour la première fois, on a donné à la République française un interlocuteur, puisque l'islam n'a ni clergé, enfin n'a pas de clergé hiérarchisé et structuré. Donc on a pu offrir un interlocuteur qui est aussi très bien investi dans le dialogue interreligieux et dans toutes ces questions cultuelles et culturelles. Donc trop tard, non, mais je m'inquiète en fait de l'investissement de l'État dans la création de cette fondation, puisqu'il est vrai qu'à la veille de chaque échéance électorale, on nous ressort cette vieille rengaine de refonder l'islam. Pour moi, il n'est pas question de refondation de l'islam. Pour moi, la question est qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant par rapport au port du voile, par rapport à l'excision, par rapport au certificat de coutume, par rapport à l'envahissement dans l'espace public de marqueurs identitaires religieux. Pour moi, ce sont les vraies questions aujourd'hui qui intéressent tant les Français musulmans que les Français d'autres religions et d'autres origines. Est-ce que vous pensez, Ahmed Ogra, que cette nouvelle entité, la Fondation pour l'Islam de France, pourra peser dans ce type de débat, pourra permettre d'éclaircir certaines incompréhensions? C'est ce qu'on a vu ces derniers jours. Donc aujourd'hui, le but aujourd'hui de la consultation du ministre, c'était de présenter surtout la Fondation, qui est un pied où, je dirais, qui parle, c'est la fondation non cultuelle, donc qui consiste à présenter l'islam sous un angle d'éducation scientifique, culturelle, sociologique aussi. Et de l'autre côté, de la création d'une fondation ou d'une association culturelle qui va s'occuper que du financement des mosquées ou de la formation théologique des imams. Donc aujourd'hui, pour une compréhension, je dirais, mutuelle, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'un dialogue, d'un apaisement, c'est de faire connaître l'islam, cette civilisation, qui ne date pas d'aujourd'hui, la vraie civilisation de l'islam, avec les vrais savants, avec tout ce qu'on connaît dans le patrimoine, on a assez, c'est ça qu'on doit parler, c'est pas 2, 3, je dirais, fous qui ont perdu la route ou qui se disent de l'islam et qui n'ont jamais été dans la maison de l'islam, de laisser le monopole à eux. Et donc là, on va plutôt prendre cet accent, je dirais, culturel, et c'est là qu'on va réussir, je dirais, le défi national. Le défi pour cette fondation, Khaled Bencheikh, ça va être de parler avec une seule voix de la part de plusieurs islams. Oui, c'est un défi, mais l'homme est le fils de l'adversité, de le vieil adage. C'est l'occasion pour montrer à la fois la maturité et puis finir avec cette idée que la France aura l'islam qu'elle mérite. Soit l'islam de beauté, d'intelligence, d'élévation, d'humanisme et de civilisation. Et ça se marie harmonieusement avec les valeurs de la République, avec plus d'intelligence, d'apaisement et d'une volonté commune d'asseoir les fondations d'une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous, soit on reste dans les billevesées, les fadaises, les idioties, les excitations, à propos de ce que tout être sensé, homme ou femme, réprouve, ce que Nadia Hamour, à juste raison, a passé en revue, l'excision, le voile, le burqa, enfin, toutes ces idioties, toutes ces fadaises, il est temps aussi d'y mettre fin. Je voulais revenir, excusez-moi, sur ce que vous disiez sur le rôle de cette fondation qui va s'impliquer dans les affaires d'éducation, de culture, etc. On a quand même un ministère d'éducation dans ce pays, on a des musées, Institut du monde arabe, on a un département des œuvres islamiques au Louvre. Donc je ne sais pas, je ne vois pas à quoi vraiment... Ces ministères sont représentés dans la fondation. Oui. C'est le but. Aujourd'hui, on a un message fort à donner. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser le monopole, je dirais, à ces personnes qui ont un nom musulman, qui n'ont rien de musulman. Et il ne faut pas aussi laisser ce monopole aux politiciens qui sont là pour faire du polémique et gratter des voix sur le dos des autres. Donc c'est un devoir pour nous, en tant que Français, surtout de confiance humaine, de donner le vrai image et de donner notre vrai patrimoine. Aujourd'hui, c'est même pas une minorité, c'est des exceptions qui nous prennent en otage. Aujourd'hui, on a une majorité silencieuse de musulmans, donc on va s'exprimer et avec notre côté culturel. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer le visage de l'islam modéré en France. Quotidienne, normale. Qui n'exclura pas les voix, les signes, les provocations plus extrémistes, Nadia.
À partir de là, la fondation c'est une chose et le respect de la loi c'en est une autre. S'il faut modifier la Constitution pour faire en sorte que la cohésion nationale soit respectée dans ce pays, que l'on respecte les valeurs de notre République, on modifiera la Constitution pour que des lois puissent être votées et contribuer à la cohésion et l'unité de la nation. Je n'ai pas compris, il est possible de plus éclaircir votre... J'ai pas trop compris. Alexis, la question, je pense, c'est est-ce que de donner, à vous deux qui étiez peut-être à cette réunion aujourd'hui, est-ce que le fait de donner une voix plus forte à l'islam modéré, quotidienne, qui est celle qui est reconnue par la plupart des musulmans français, permettra d'éviter ce que certains appellent des dérives, qu'on a vu sous la forme du burkini, qui sont devenues des polémiques qui dominent tout. Finalement, on ne parle plus que de ça. Est-ce que donner une voix à l'islam modéré empêchera les autres à s'exprimer autant, ou est-ce que ça va résoudre la polémique dont on parle en ce moment? Je ne pense pas. On n'a pas l'impression en vous écoutant. Bien. Pardonnez-moi, chère Mélissa Bell, de revenir sur l'épithète modéré qui est revenu à quelques reprises dans votre phrase. S'il faut qualifier, il faut qualifier le radicalisme et l'extrémisme. Moi, je n'ai pas entendu parler du christianisme modéré ou du judaïsme modéré. Mais à juste raison, je peux comprendre qu'on ne peut pas toujours se dédouaner par « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam ». Et là, ça a à voir quelque chose parce que les fous furieux, les criminels, se prévalent aussi de cette tradition religieuse. Donc il incombe notamment aux intellectuels, aux théologiens, aux philosophes, aux penseurs de cette tradition religieuse, eh bien, de voir en quoi il y a lieu de travailler, œuvrer véritablement pour une refondation de la pensée théologique islamique. Ça fait partie des chantiers titanesques. Une fondation de cet acabit peut y contribuer pour une islamologie moderne, pour de l'intelligence. Nous en avons besoin pour sortir des basses eaux du débat actuel qui est arrimé à un accoutrement. À titre personnel et comme homme et comme citoyen, je trouve navrant qu'on ramène la pudeur à cet accoutrement. Mais il se trouve aussi qu'il n'y a pas lieu de s'y exciter outre mesure. J'espère maintenant qu'avec la rentrée, on aura les vrais problèmes qui nous concernent et on oubliera cette affaire-là et qui devient une affaire d'imams qui doivent expliquer à ces jeunes femmes que la pudeur, que l'éducation, ne doivent pas être nécessairement matérialisées par un tissu. Cessons de les culpabiliser, cessons de leur dire que si on a vu vos cheveux ou une part de votre corps, vous allez périr par le feu de l'enfer et vous allez encourir le châtiment divin. Donc il faut sortir, j'allais dire, encore une fois, de cette raison religieuse dévote et laisser place à la raison autonome, critique. Moi je pense qu'il faut... Bien sûr, il faut sortir de tout ça, mais l'affaire du burkini, c'est pas pour moi anodin, c'est pas qu'un simple bout de tissu posé sur le corps. C'est vraisemblablement l'étendard d'un radicalisme islamique politique qui, jour après jour, grignote notre pacte républicain et qui veut à terme s'imposer. On l'a vu avec le voile à l'école, tout récemment avec la burqa, et aujourd'hui c'est un pas de plus qui est fait et qui menace les fondements de notre République. C'est aussi une menace très grave à l'égalité homme-femme qui constitue un des fondements, justement le socle de notre République. Et c'est en cela que c'est extrêmement grave. Je vous donne le droit de réponse de 10 minutes. Je vais entendre Alexis Bachelet sur ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. Le burkini, pas simplement un accoutrement choisi par certaines sur la plage, mais une provocation, finalement, une menace aux valeurs républicaines. Bah écoutez, c'est exactement le contraire de ce qu'a dit le Conseil d'État, qui a justement rendu une vérité, qui est celle que ces quelques burkinis, parce qu'on parle quand même en unité de quelques tenues qui peuvent effectivement choquer, je le conçois volontiers, mais est-ce que pour cela, il faut modifier la Constitution et faire de nouvelles lois? Je pourrais juste faire un petit rappel. Quand même, il y a une disproportion entre la réactivité, pour ne pas dire la réaction extrême d'une poignée d'hommes politiques, à commencer par ces maires, pour la plupart républicains, la gauche est aussi et la réalité d'un phénomène qui en réalité a pris de l'ampleur, non pas parce qu'ils sont des milliers, on a l'impression qu'on est à une invasion de burkinis. C'est pas une question de nombre. C'est totalement faux, et donc c'est ridicule, et le Conseil d'État a rendu la vérité en disant qu'il n'y a pas de troubles liés à ces burkinis. Ce sont finalement quoi? Une offensive
politicienne dans le cadre, tout le monde l'a compris, des primaires de la droite. Alors là, moi, je voulais faire juste un petit rappel. Vous vous souvenez, lors de l'affaire qui a éclaté en 1989 à Creil avec l'affaire du voile, du foulard islamique, je vous rappelle juste que le Conseil d'État avait, dans une ordonnance ou un arrêt, je ne sais plus, en 1998, précisé que le voile à l'école était complètement compatible avec la laïcité. Ça n'a pas empêché une loi d'être votée en 2003 et je vous renvoie justement au débat très intéressant, très aussi rafraîchissant qu'on peut lire aujourd'hui de 2003 qui sont extrêmement explicites et grâce à cette loi, on a sauvé des milliers de petites filles, des milliers de jeunes filles de l'emprise des fondamentalistes religieux. Vous ne sauvez personne. Le Conseil d'État dit le droit. La chasse aux burkinis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Les musulmans. Vous verbalisez non seulement les burkinis mais les femmes voilées. Moi j'ai été, excusez-moi, extrêmement choqué par ces images à Nice d'une femme qu'on a forcée à se dévoiler alors qu'elle ne portait même pas un burkini. Moi je suis choqué. Alors, je voulais juste à cause d'arguments comme le vôtre qu'on est dans la situation actuelle. Je vais vous faciliter la tâche. Je suis choqué qu'il n'y a pas une personne qui a porté le burkini ici pour répondre à vos questions. C'est vrai aussi. C'est pas à moi, c'est pas à vous de répondre. Vous, ok, parce que vous êtes contre. Non, je suis une femme, monsieur. Moi, je suis une femme, mais je me sens touchée par la régression de mes droits dans ce pays lorsque je vois de tels accoutrements. Qui porte le burkini, c'est à elle de répondre, c'est pas moi. Ou non, à quelqu'un d'autre de répondre. Si, c'est important. Aujourd'hui, on fait le procès. Servitude. Non, pas du tout. C'est pas une servitude. Le procès, on fait des procès sur des personnes. La moindre des choses, c'est à eux de répondre. C'est pas un procès sur des personnes. Ah si, vous dites que faites des servitudes. Non. C'est un procès. Elles ont un droit de parole. Absolument qu'elles ont un droit de parole. Les images, elles sont terribles. Mais toute servitude, quand bien même elle soit consentante, pour moi, elle est inacceptable. Aujourd'hui, la France est ridiculisée dans tous les pays. Khaled Bencheikh, la dernière parole à vous, juste avant la pause. On parlait à l'instant du port du voile à l'école, et puis ensuite, en 2010, on a eu cette interdiction du port du voile intégral. Là, on parle quand même d'un vêtement dans les espaces publics. On commence à entendre de la part de la droite, de l'extrême droite, cette idée de légiférer par rapport aux espaces publics. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que le débat n'est pas en train de glisser vers à cause d'une islamophobie grandissante dans ce pays? Vous savez, je ne suis pas un homme inquiet, presque de nature, je l'espère. En tout cas, j'essaie de gagner en sérénité, en froideur d'esprit, en distanciation par rapport aux événements, essayer d'éviter ce qu'on appelle le panurgisme émotionnel. Mais la question que vous me posez suscite une double réponse, celle de l'homme que je suis, du citoyen, et celle de celui qui a une prise de parole publique. Et quand on a la parole publique, il faut qu'elle aille dans le sens du rassemblement et de l'apaisement. Ça ne sert à rien d'attiser les bas instincts, j'allais dire ce soir, de nos téléspectateurs. Si c'est celle de l'homme, eh bien je trouve que l'affaire qui remonte à Creil est le résultat d'une double faillite et d'une double défausse. D'abord celle des hiérarques musulmans qui, à ce moment-là, n'ont pas su dire d'autorité. Allez, ce ne sont pas deux fillettes à peine nubiles qu'on emmitoufle et qui doivent aller à l'école, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'enchaîner aux références scripturaires coraniques. Eh bien, les injonctions quant à l'acquisition du savoir sont infiniment beaucoup plus importantes que de leur cacher leurs cheveux. Et la faillite était aussi de la République qui, de défausse en défausse et de régression en régression, nous sommes arrivés jusqu'à la burqa. Et il a fallu aussi légiférer en 2010. Maintenant, je suis aussi un républicain, au sens fort du terme, pas au sens partisan. Et dans ce cas, j'obéis à la loi de la République. Et en l'état actuel du droit de notre République, eh bien, on ne doit pas toucher aux droits fondamentaux des personnes. Donc, à ce moment-là, il ne faut peut-être pas encore surexciter les choses. Maintenant, et je finirai là-dessus, parce qu'il faut être discipliné, et en plus il y a la pause, et il y a lieu de dire que ces questions de voile, ces questions de cette relation homme-femme, de nos jours, a besoin d'être mieux harmonisée, mieux apaisée et plus intelligente. Alors, on va y revenir dans la deuxième partie du débat, ça sera tout de suite, restez avec nous.